Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon, quand l'histoire bascule, Darwin à la découverte du monde. 19e siècle, Angleterre. Un petit garçon court à perdre haleine pour arriver à l'heure à l'école. Il s'appelle Charles Darwin. 27 décembre 1831. Darwin, maintenant âgé de 22 ans, embarque sur le Beagle, un bateau de la Royal Navy. 1859, Londres. Les clients d'une librairie se bousculent pour acheter De l'origine des espèces, son livre le plus célèbre. Ces trois événements, intimement liés, vont amener à l'élaboration, puis la diffusion de la théorie de l'évolution qui va bouleverser notre façon de voir le monde. Notre histoire se passe au 19e siècle, dans un monde en pleine mutation. Inventée il y a quelques décennies, la machine à vapeur est sur le point de faire rentrer l'humanité dans une nouvelle ère. Libéré des guerres napoléoniennes, le Royaume-Uni envoie ses navires à la conquête du monde. C'est l'époque des machines à vapeur, de l'industrialisation et des grandes découvertes scientifiques. Au début du siècle, le Royaume-Uni est un pays prospère comptant 16 millions d'habitants. Isolé du continent par la Manche, l'île a depuis longtemps misé sur sa flotte. La Royal Navy est synonyme de prestige et de puissance. Au siècle suivant, un habitant de la Terre sur 4 sera sujet de l'Empire britannique. La puissance du Royaume-Uni est sans égal. Inventeur de la machine à vapeur, le pays sacrifie son agriculture et mise tout sur ses colonies et l'industrie. L'Angleterre du 19e siècle regorge de scientifiques, d'écrivains, d'architectes, de libres penseurs. À Londres, on se passionne pour les nouvelles sciences comme la paléontologie autant que pour les premiers bateaux à vapeur ou les grandes structures métalliques des ponts suspendus. Les savants anglais ont conscience de participer à un moment unique. L'époque victorienne est une véritable explosion de savoir et chacun veut y avoir un rôle. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Nos créations actuelles, du téléphone portable aux cœurs artificiels, sont les lointaines descendantes de générations d'inventions. Remontons le temps. Nous sommes il y a 5000 ans en Mésopotamie. Les Sumériens inventent un système pour compter, basé non pas sur 10 unités, mais sur 60. Nos minutes et nos secondes viennent de naître. Un peu plus tard, l'Égypte divise l'année en 12 mois, soit 365 jours, chacun constitué de 24 heures. Les Phéniciens créent l'alphabet, plus tard repris par les Grecs, qui eux-mêmes seront à l'origine de grands théorèmes mathématiques et de la démocratie, tandis que les Indiens découvriront le zéro et les chiffres injustement appelés arabes. Et nous sommes encore des siècles avant notre ère. Des aqueducs romains au viaduc de Millau, une infime partie des techniques est réellement inventée, tandis que la majorité du chemin a déjà été faite. Cette colossale somme de connaissances constitue un patrimoine, un trésor, celui de la civilisation. Sans lui, nous serions obligés de réinventer la roue à chaque génération. Ne pas le perdre apparaît comme une priorité absolue. Accumuler des connaissances en apprenant par cœur, c'est exactement ce que le jeune Charles Darwin a du mal à faire. Né en 1809 en Angleterre, il est le 5e enfant d'un médecin qui a de grandes aspirations pour son fils.
qu'ils suivent la même voie que lui. Mais Charles est bien plus intéressé par le monde qui l'entoure que par l'école. Souvent en retard, il se décrira plus tard lui-même comme un petit gaillard simplet. Ses professeurs pensent la même chose de lui. Et pourtant, ses difficultés à l'école n'ont rien à voir avec ses capacités. Il est tout simplement fait pour autre chose. Il fait des expériences de chimie après avoir monté un petit laboratoire clandestin dans un cabanon au fond du jardin familial. Néglige les cours pour partir récolter des espèces maritimes à marée basse et les étudier ensuite avec un microscope de fortune. Apprend la taxidermie auprès d'un ancien esclave qui lui raconte des histoires fabuleuses sur les forêts tropicales, collecte des coléoptères rares et les classe par espèces, traverse le pays en ligne droite à l'aide d'une boussole, hors des sentiers battus pour découvrir des endroits fabuleux et encore sauvages. Sa soif de découverte est insatiable. Le monde est trop riche pour passer son temps sur les bancs de l'école à lire des classiques grecs. Alors il ne se presse pas dans les études. Il le sait, son père paiera ce qu'il faut pour que son fils devienne médecin. Largement de quoi donner le temps à Darwin d'étancher sa passion pour les expériences scientifiques et les découvertes. Jusqu'à ce que son père se rende compte du stratagème et propose à Darwin de devenir pasteur. Tout le monde est unique. Les êtres humains sont tous différents. Nous réagissons tous à notre façon aux événements, aimons des choses spécifiques. L'école ne peut pas s'adapter à tout le monde. Elle est obligée de proposer une formation adaptée au plus grand nombre. À l'échelle d'un pays, le cas par cas s'avère compliqué. Ainsi, un élève ayant des mauvais résultats peut tout à fait les devoir à un manque de travail. Mais peut-être est-il aussi tout simplement fait pour un autre enseignement. Darwin est loin d'être un cas isolé. Albert Einstein, auteur de la théorie de la relativité, n'a pas toujours été bon élève. Il en a été de même pour Balzac, Churchill, Thomas Edison ou John Lennon. Darwin, en menant ses propres expériences de chimie dans son laboratoire improvisé, ou encore lorsqu'il classe consciencieusement ses coléoptères, fait preuve d'une vraie réflexion scientifique. Observation, hypothèse, expérimentation, collecte de données, comparaison des résultats, déduction. Il ne peut pas se contenter d'une seule science. Sa soif le pousse à se plonger dans un ensemble de domaines. Ce sera sa force. Pour Darwin, il ne s'agit pas d'apprendre ou encore moins de croire, mais d'observer et de s'émerveiller. C'est à ce moment charnière de sa vie qu'il reçoit une lettre de son professeur et mentor, John Stevens Henslow. Celui-ci lui propose de quitter l'Angleterre pour 2 ans, de s'embarquer sur un bateau en tant que naturaliste bénévole et de partir à l'autre bout du monde pour en cartographier les côtes, ni plus ni moins. Darwin est emballé, mais il va immédiatement se heurter au refus de son père qui ne voit là qu'un prétexte de plus pour ne pas étudier. Mais son oncle va prendre le parti du jeune homme avec un argument de poids. Au moins, Darwin coûtera bien moins cher. C'est ainsi que le 27 décembre 1831 à 14h, le Beagle, navire d'exploration de Sa Majesté, quitte le port de Plymouth avec à son bord Charles Darwin. Après une longue traversée, l'équipage arrive en vue du Brésil. C'est la première étape d'un grand voyage durant lequel le jeune naturaliste saisira la moindre opportunité pour débarquer et explorer l'arrière-pays. Il affronte la chaleur moite de la pampa brésilienne pour collecter des spécimens d'insectes, déterre des fossiles de mammifères préhistoriques en Uruguay, essuie le froid de la Terre de Feu et les tempêtes du Cap Horn, s'étonne de voir des animaux survivre dans les eaux boueuses des grands lacs salés d'Argentine, endure la soif en observant des heures durant tatous, autruches et lézards. Puis, le 15 septembre 1835, le Beagle arrive en vue des Galapagos.
Îles volcaniques perdues au milieu du Pacifique, elles sont un formidable laboratoire pour Darwin. Non content de pouvoir y observer de près des animaux uniques au monde, il constate que sur chaque île, les différentes populations d'oiseaux, pourtant de la même espèce, présentent des caractéristiques particulières, comme si, isolées les unes des autres, elles étaient devenues de nouvelles branches, de nouveaux animaux. Cette toute petite observation est fondamentale et sera à la base de toutes ces réflexions. Et pourtant, toutes ces découvertes ont failli ne jamais avoir lieu. En effet, revenons quelques années plus tôt. Darwin postule pour le poste de naturaliste, mais le capitaine du Beagle l'observe. D'instinct, il n'aime pas le jeune homme. Il est immédiatement persuadé qu'il ne pourra pas s'entendre avec lui. Le capitaine le refuse à bord et commence à chercher un remplaçant. Heureusement pour Darwin et le reste du monde, le capitaine change finalement d'avis. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire, où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Le capitaine du Beagle refuse initialement Darwin pour un détail physique. Amusons-nous à imaginer ce qu'il aurait pu se passer s'il était resté sur sa position de départ. Pour Darwin, c'est facile. Il serait rentré chez lui et son père l'aurait contraint à devenir pasteur. Une chose est sûre, Darwin n'aurait jamais accumulé suffisamment d'observations pour développer sa théorie et encore moins gagner le prestige requis pour la défendre. Pour le reste du monde, c'est une autre histoire. Darwin est le père de la théorie de l'évolution, mais il n'était pas le seul à en avoir l'intuition. L'idée aurait malgré tout vu le jour, mais certainement pas de la même façon. Basée sur des hypothèses et non des observations directes, elle aurait probablement été combattue de façon beaucoup plus efficace, et très rapidement, la population se serait divisée entre pro- et anti-évolution. Peut-être même jusqu'à créer une véritable crise au Royaume-Uni. Les pays les plus conservateurs comme les États-Unis auraient défendu les anciennes croyances, tandis que d'autres comme l'Allemagne, plus libérale, seraient devenues évolutionnistes. Notre société actuelle serait marquée par cette séparation. L'opposition radicale entre créationnistes et évolutionnistes ressemblerait à une véritable guerre idéologique. Il ne faut jamais sous-estimer la force des idées. Le 2 octobre 1836, après un périple de 4 ans, 9 mois et 5 jours, le Beagle rentre enfin au pays. Ce que Darwin ne sait pas, c'est qu'en son absence, son ancien professeur a consciencieusement fait connaître ses découvertes. C'est donc avec une renommée déjà construite que Darwin rentre au Royaume-Uni. Elle va lui être utile. Il a avec lui des centaines d'échantillons, des notes précieuses par carnets entiers et une idée, une intuition. S'appuyant sur son expérience accumulée, Darwin réfléchit, fait des recoupements, analyse, prend le temps d'être sûr de lui. Et il le fera des années durant avant de publier quoi que ce soit sur ce sujet. Pourquoi toutes ces précautions ? Parce que sa théorie est révolutionnaire. Elle peut se résumer ainsi. Les êtres vivants sont en perpétuelle évolution. D'une génération sur l'autre, les parents communiquent certains de leurs attributs physiques à leurs enfants. Par exemple, un homme grand a de fortes chances d'avoir des enfants de grande taille. D'une génération à l'autre, nos enfants changent, ils évoluent. Dans la nature, certains de ces attributs peuvent se révéler utiles, inutiles, voire même handicapants. Un enfant plus grand pourra récupérer des fruits sur les hautes branches d'un arbre,
mais sera inversement très handicapé pour se cacher des prédateurs. Ainsi, l'environnement va favoriser la survie et donc la reproduction d'individus possédant des attributs adaptés, et inversement pour les autres. La vie s'adapte en évoluant. En 1859, 20 ans après son voyage à bord du Beagle, Darwin publie De l'origine des espèces. Très rapidement, elle trouve des opposants. Le principal reproche qui lui est fait est de remettre en cause le schéma existant depuis 2000 ans, celui de la Bible et de la Genèse. Selon la religion chrétienne, Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle porte de vivant. Il a façonné l'homme à son image, celle qu'il a aujourd'hui, sans aucun changement depuis les origines. Dieu a créé le monde, donc le monde est bon. Ce qui ne colle pas du tout avec une sélection naturelle sans pitié, ternissant l'image d'une nature harmonieuse et encore moins avec la notion d'évolution elle-même. C'est un véritable séisme pour la pensée traditionnelle chrétienne. Les idées sont puissantes. Cette affirmation est tellement vraie qu'à toutes les époques, les pouvoirs en place s'en sont méfiés. Retournons dans l'Antiquité, au lieu d'origine de la philosophie grecque et de la démocratie. Socrate y est jugé puis exécuté pour, entre autres, corruption de la jeunesse. Le philosophe ne pouvait s'empêcher de poser les mauvaises questions, celles que le pouvoir ne voulait pas entendre. Des siècles plus tard, Galilée va faire l'objet d'un procès retentissant. Le savant soutient que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. On sait aujourd'hui qu'il avait entièrement raison. Comme Darwin, il a une théorie basée sur des faits scientifiques. Comme Darwin, elle s'oppose à la vision traditionnelle. Il a de nombreux soutiens parmi le clergé, y compris le pape. Mais avoir raison ne suffit pas. Et Galilée va sous-estimer une chose. Se faire dire que l'on a tort, et ce depuis des siècles, n'est jamais facile à vivre. Alors que le clergé veut faire coexister les deux explications, ce qui épargnerait l'ego des traditionalistes, lui s'obstine et les critique en public. En résulte un procès dont il sort perdant. Les religions peuvent se montrer conservatrices. Ce sont de grands navires qui ne peuvent que difficilement infléchir leur route. Il leur faut du temps. Darwin le sait et il va se révéler patient et sage. Par exemple, le principe d'évolution est au cœur de sa théorie, mais pas une seule fois le mot n'apparaît dans son texte. Respectueux, il prend soin de ménager le travail de ses prédécesseurs. Darwin sait apprendre des erreurs du passé. La première édition de l'origine des espèces est écoulée en une seule journée. Il faudra en réimprimer d'autres. Au final, pas moins de 6 rééditions, corrigées et complétées par Darwin qui réagit aux attaques et aux critiques par l'intermédiaire de son livre. Intelligemment, il adapte son œuvre, la parachève. Il ne participe pas aux débats stériles, aux joutes entre partisans et opposants. Il se tient loin du tumulte. La force de ce livre repose dans sa taille raisonnable qui le rend accessible au plus grand nombre et pas seulement aux experts. En 1869, malgré les fortes oppositions, la théorie de Darwin semble enfin acceptée par la majorité du monde scientifique. La première bataille a été gagnée par les évolutionnistes, mais la guerre des idées ne fait que commencer. En réaction,
un nouveau mouvement de contestation naît à la fin du siècle aux États-Unis dans les milieux évangélistes. Le créationnisme, qui se base non pas sur une étude scientifique, mais sur une lecture littérale de la Bible et défend une idée de Dieu créateur de tout. Certaines branches du mouvement vont jusqu'à dire que la Terre a été créée il y a 6000 ans et que les fossiles retrouvés sont des artefacts entreposés ici et là par Dieu afin de tromper les esprits humains. Imprimé à plusieurs millions d'exemplaires, ce Fundamentals est l'un des textes fondateurs de la pensée créationniste. C'est l'origine du mot fondamentaliste. Aux États-Unis, la guerre juridique est lancée. Dans 15 États sur 48, les créationnistes arrivent en 1925 à faire interdire l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les établissements scolaires. Cette interdiction ne sera levée qu'en 1970. De nos jours, les combats pour imposer l'enseignement du créationnisme dans le pays le plus puissant du monde font rage. Les adversaires de Darwin n'ont jamais été aussi virulents et puissants. Mais ceci est une autre histoire. Il est plus facile de détruire que de créer. Darwin a élaboré une théorie qui a été acceptée par le monde scientifique. Aujourd'hui, elle est remise en question et combattue. Elle pourrait tout à fait se voir interdire, puis disparaître. Cela s'est déjà produit. Cela se reproduira. La fragilité de nos acquis est observable tous les jours. Prenons par exemple la destruction récente au Moyen-Orient d'éléments historiques qui prouvaient que d'autres civilisations avaient existé avant l'islam. En effaçant les traces du passé, on finit par l'effacer des mémoires. Lorsque les Mongols saccagent Bagdad, ils incendient une bibliothèque comportant 1 million de manuscrits. Quels secrets de notre histoire ont disparu ce jour-là? Considérant toutes les guerres et les destructions qu'a connues le monde, on peut même s'étonner qu'il nous reste autant de choses. Il se trouve que les destructeurs de savoir ont toujours trouvé sur leur chemin leur alter ego, des gens ou des institutions qui se sont interposés et qui ont su défendre ces trésors. De la chute de l'Empire romain au tourment des invasions mongoles, le savoir a été préservé dans des lieux saints, a trouvé refuge auprès de nouveaux empires, a continué d'exister au sein d'autres civilisations. Jusqu'à nos jours, personne n'a laissé tomber le flambeau. Notre histoire est remplie de conservateurs de musées donnant leur vie pour cacher leurs collections, de bibliothécaires bravant tous les dangers pour sauver des manuscrits, de résistants risquant le tout pour sauver un patrimoine. Ils ont donné leur vie pour que le monde puisse continuer d'avancer. Aujourd'hui, c'est à notre tour de passer le relais. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.